L'image négative que la médiumnité a reçue jusqu'à aujourd'hui est-elle la vraie image du médium ou bien est-ce la société qui se trompe? Est-ce que tous les médiums sont des fous, des charlatans ou des escrocs? Peut-être pour beaucoup de gens oui, et dans certains cas je leur donne raison. Pourquoi les médiums sont placés dans ce coin de la société? Peut-on encore trouver un bon médium? Et comment? C'est un don, c'est une faculté d'être en contact avec une dimension qui est une autre dimension que celle dans laquelle nous sommes. C'est avant tout un être, je pense, qui est vraiment doué d'une hypersensibilité. Et même si aujourd'hui l'hypersensibilité, je trouve que ça a une connotation un peu comme dyslexique il y a 30 ans. C'est quelqu'un qui est là pour amener une perturbation au niveau des sens, nous reconnecter avec l'essentiel. Lorsqu'ils connaissent un drame dans leur vie, et notamment lorsqu'il y a un être cher qui s'en va. Alors là, ils se posent des tas de questions. En France, on a 2 records. Le record d'être le pays spirituellement le plus sous-développé. Deuxième record, le record de la consommation de psychotropes par habitant. On est premier, numéro 1 mondial. Que le médium apporte un élément de réponse qui suscite une réflexion chez la personne qui consulte, là, effectivement, c'est très positif. Si vous ne pouvez pas prouver scientifiquement quelque chose, ça n'existe pas. Or, prenez l'atome, personne n'a jamais vu l'atome, et pourtant personne ne le remet en doute. J'ai envie de dire, c'est l'éducation parentale, c'est l'éducation scolaire, c'est le gouvernement. On est beaucoup dans voilà, la matière. Alors, on pourrait avoir l'illusion qu'il y a de l'échange, mais il n'y a pas de profondeur en fait, on reste toujours en surface. Nous sommes des prisonniers de la matérialité et nous sommes prisonniers de l'ego, de la psychorigidité, comme je disais, intellectuelle. Il me semble qu'il faut obligatoirement croire à l'existence de l'âme et en plus croire à l'immortalité de l'âme, sinon la communication me semble impossible. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un domaine très particulier où le croire est devenu l'acceptation. Et simplement par l'amour, on peut apprendre à comprendre le phénomène de la vie. Bonjour Richard. Bonjour. Et merci infiniment de nous recevoir pour la première projection de ton film documentaire, Médium Basculé. Donc tu es médium magnétiseur, conférencier, producteur et tu as ta propre société de production audiovisuelle qui est Pont Production. Exactement, oui. Mais également, vous avez imprimé le livre aussi. Donc en fait, c'est le film qui est couché sur papier. Et donc c'est Sophie, ton épouse, qui a écrit ce livre par rapport au film que vous avez fait. Oui, c'était pas possible pour moi pour écrire assez bien français pour que c'est compréhensible. En fait, le livre, c'est un document qui est tellement... c'est une valeur en plus, on va dire, parce que pas toutes les choses qui sont dites dans l'entretien que j'ai avec les intervenants, on peut faire pour un film. Ça va prendre un film de 4 heures. Donc on a écrit, on transcrit les interviews en intégralité sur le livre et en plus on a parlé dans le livre l'histoire pourquoi cette film, l'histoire avant chaque interview et quelques textes que j'ai reçus par là-au-delà par mon arrière-grand-père. Et à la fin du livre, parce que vous avez vu aussi à la fin du film, il y a un grand logo de l'Institut de Médiumnité. Oui. En fait, on a donc créé avec quelques intervenants un institut de médiumnité pour créer une certaine source, je dis bien une source, pas un organe qui contrôle, pour partager des informations dans l'au-delà, dans la médiumnité, dans la spiritualité, si des gens avaient une question. Donc c'est un prolongement de ce film.
D'accord, super. Puis le film, c'est toujours un bon complément. Le livre est toujours un bon complément à un film, en fait. Ah oui, 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 oui. Et je pense qu'aussi, pas seulement pour le livre, c'est une bonne opportunité aussi pour relire avec notre propre voix les choses qui sont dites dans le film. Sauf que la dimension est un peu différente, parce que dans le livre, c'est l'interview en intégralité, et ici, vous avez vu, oui, va l'une de l'autre. Ouais. Mais c'est deux approches différentes qui peuvent se compléter bien pour chacun. Et puis amener chacun sa propre réflexion. Donc tu es le réalisateur de ce film. Donc aujourd'hui, on est le 14 septembre, et on est dans la région de l'Aude, le département de l'Aude, à Limoux. Donc c'est ici que tu as décidé de lancer pour la première fois le film. Qu'est-ce que tu as... C'est comment pour toi ce moment? Je suis heureux, je suis dans un pays de merveille. J'ai vu pour la première fois avec tout le monde ce film. C'est super bien. Je suis chez moi parce qu'on n'habite pas loin de Limoux, et c'est pour ça aussi très important de ne pas faire une première à Paris. Mais ici dans le sud, heureusement, il y a beaucoup d'intervenants qui sont aussi, qui vivent autour de moi. C'est vrai, oui. C'est vrai qu'on en reparlera, mais c'est vrai que... Donc, est-ce que tu peux nous dire comment a germé en toi cette idée de réaliser un film documentaire sur le sujet de la médiumnité, qui aujourd'hui dans la société occidentale est un petit peu un sujet quand même assez tabou, voire piquant. Et il faut dire que sans en faire une généralité, la médiumnité n'a pas encore une image très dorée. Donc c'est vrai que c'est audacieux et c'est courageux de se lancer. Je le sais bien. Je ne suis pas français. Je suis déjà une autre culture avec un autre peut-être esprit. Et en fait, c'est mon fils qui est là, qui dit, parce que chaque année, je fais un court-métrage. Pourquoi tu ne fais pas un film de toi, pour parler de mes limités? Je dis, je trouve un peu gonflé parce que c'est pas moi qui est important. D'ailleurs, tout le livre qui parle de messages de au-delà, c'est marrant, mais ça ne touche pas vraiment la vraie médiumnité, l'éducation qu'on a besoin de donner à les autres. Et puis, donc mon fils a commencé de parler de ça, ça met une petite graine dans mon corps. Et quelques semaines après, j'ai reçu un message spirituel, qui dit que c'est maintenant le temps que je vais préparer un documentaire avec toutes les connaissances que j'avais déjà dans le cinéma, dans l'image, pour faire un documentaire. Vous savez, quand je postais pour la première fois sur mon porte d'entrée le petit plaquet médium, c'était déjà difficile. Parce qu'à ce moment-là, je suis ouvert pour tout le monde de médium. Qu'est-ce que l'autre va penser de moi? Et qu'est-ce que je fais avec ma famille? Je vais retirer un peu dans cette... Mais on avait vraiment besoin de faire, donc aussi avec cette film. Sauf qu'on n'avait aucune idée comment faire. Parce que, encore une fois, moi je ne suis pas français, je n'ai pas cette culture et je ne connais pas assez de gens. Peut-être que c'est mon avantage. Et un jour, j'avais une consultation et cette dame me remerciait. Elle me donnait un livre de 7 choses de Jean-Jacques Charbonnier. Et quand j'ai lu ce livre, tu dis, cet monsieur, je vais rencontrer. Je vais parler avec lui. Je ne sais pas encore comment. Et c'est lui, en fait, qui commençait d'être le premier qu'on a interviewé et tout se passait après. Et c'était rien prévu. Ça s'est fait en chaîne. Comme mon court-métrage, il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas de scénario, rien, il y a une caméra, il y a des acteurs. Et c'est là où ça passe. Et vous voyez peut-être aussi, vous savez sentir, il n'y a pas d'ego dans cette film. Ce sont tous ensemble qui distribuent un message. Et je pense que ça, c'est la chose magnifique. Et puis c'est selon leurs propres expériences aussi. Donc ça vient vraiment de même. Il n'y a pas de création extérieure, c'est naturel. Oui. Le résultat donc, de cette film, c'est qu'il y a des gens qui sont un peu, je ne sais pas si vous avez entendu, mais les gens parlent, il faut en fait un rassemblement de religion, la spiritualité, les médias. J'ai contacté 4 autres dans le film et on commençait un institut de médiumnité, comme je dis à tout à l'heure, et je pense que ça c'est un bon début pour travailler un petit peu sur l'essence, la besoin de vraie médiumnité, la communication. Mais justement, qu'est-ce que tu souhaites transmettre à travers ce film? Vers quoi tu aimes ramener le spectateur? C'est large comme question, la réflexion, chacun peut sortir, ressortir de là, on ne change rien en fait, on peut partir comme on est entré, ou peut-être repartir avec une réflexion qui se met en compte, une petite prise de conscience, et ça peut déjà... Je pense que le père a dit une chose très bien certainement dans cette film. On vit dans une société qui est toujours connectée.
Et chaque espace est rempli avec un son, avec un bruit ou avec un mouvement. Et on ne rentre pas dans nous-mêmes. Et je pense pour avoir la capacité nous-mêmes, nous, le monde, de rentrer vraiment dans la médiumnité, il faut le silence. Donc je pense que mon message c'était à la recherche de silence, d'enlever beaucoup de matérialisme pour rentrer à la pureté de notre esprit. Juste et avec je pense, oui, là je pense qu'il y a des choses qui sont et des choses qui se passent dans la vie qui sont incroyables. C'est sûr, et après il faut les vivre, avoir envie de vivre et se dire que c'est possible de vivre. Oui. Ouais, c'est aussi un peu le sous-titre de notre film. On a dit le médium peut-il offrir pour le mélange de l'humanité, et on dit aussi le croire est devenu l'acceptation. C'est ça. L'acceptation plutôt que de croire. Et c'est là, donc on ne peut rien faire, c'est comme le vent, c'est là, il faut vivre avec et prendre le mieux. Donc dans le film, il y a plusieurs intervenants, 11 exactement, dont ton épouse. Oui. Donc on a vu Dr Jean-Jacques Charbonnier, Étienne Rappeau, Bertrand Lacoste. Plusieurs sont dans des domaines différents. Et pourtant, tu expliques dans la présentation de ton film que tu as posé à chacun les 7 mêmes questions. Et chacun étant dans des domaines différents, l'ensemble des réponses a créé une même voie, la voie de l'au-delà. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette voie de l'au-delà? Qu'est-ce qu'elle représente pour toi, cette voie? Comment tu peux la représenter? C'est une bonne question. Je pense qu'on a attendu dans plusieurs réponses, avec des autres mots, la même réponse. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste ou quelqu'un qui travaille dans la séance ou un réanimateur ou une forme de médium, on revient avec la même réponse, formulée différemment. Et je pense que la grande message ici dans cette film, qu'on doit mettre visible l'invisible. Et je pense que toutes les 11 avaient attribué avec leur parole à cela. Et je vais voir la réaction des gens qui sont là. C'est impressionnant, j'ai jamais pensé le même idée était comme ça. C'est ça, oui, c'est pas forcément, oui, parce que c'est un peu une image un peu farfelue, de théâtrale. Oui, oui. Là, on se rend compte qu'il n'y a aucun théâtre et c'est pur. C'est pur. Oui, oui. C'est vraiment. Tu dis aussi que tu as eu la sensation très forte en faisant ce film que tout était dirigé par autre chose que tout. Là, pareil, est-ce que tu peux nous partager ton ressenti à ce sujet-là? Oui, comme j'ai dit, il n'y a aucun scénario et on n'avait aucune idée comment ça se va passer dans le temps. On a commencé là-bas, tout est roulé comme ça, on n'avait pas de réponse, il y a une réponse. Et puis, même au moment où j'ai fait le montage seul, je savais déjà, ici il faut couper, là je voudrais essayer, il faut mettre ça là. Et c'était un automatisme. J'ai un ami où, en ce moment, je travaille beaucoup avec Serge Fitz, un homme avec beaucoup de connaissances, qui me dit souvent, dans son travail en tant que radiesthésiste, on ne sait pas. Donc si on arrête la conscience, on est connecté avec quelque chose, c'est ça ce que j'ai fait. Donc tu es connecté avec le champ d'information qui est tout le temps autour de nous et auquel chacun peut avoir accès. Oui. Si on se déconnecte un petit peu du monde. Oui, mais vous savez, nous avons la défaut peut-être en tant qu'humain de préparer tout. Oui. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais peut-être que ce n'est pas du tout de façon de faire, peut-être il faut dire, je ne sais pas. Je ne sais pas comment j'y ai arrivé. Mais on a de peur. C'est un peu, on pourrait en dire beaucoup sur ce thème-là, c'est vrai qu'on peut aller loin. Ouais. Et comme tu le dis très bien, un petit peu comme mot de la fin, j'ai envie de dire. Donc nous sommes dans un domaine considéré comme très particulier, où il ne suffit pas de croire, mais d'accepter, donc c'est ce que tu disais tout à l'heure, et où simplement, par l'amour, on peut apprendre à comprendre les phénomènes de la vie. Est-ce que tu peux rajouter quelque chose à cela? Non, parce que ça c'était un message donc, qui est venu par mon arrière-grand-père. Okay. Qui m'aidait avec quelques textes dans le film. J'ai bien compris que il y a un amour et une acceptation qui est très important pour avoir un accès sur cet amour. Okay. Je pense que
assez clair en soi, en fait. Oui, mais je pense que la phrase a besoin de méditer chacun. Oui, c'est ça. Je pense Chacun pas c'est de à son moi côté. d'expliquer. Ouais. Je suis d'accord. Mais écoute, Micha, je te remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter que peut-être moi j'aurais pas précisé que tu aimerais rajouter? Non, je vous remercie pour être présente et pour poser des questions. Et alors simplement, on peut peut-être quand même expliquer, voilà, au niveau de vos diffusions, projections, s'il y a des gens, par exemple les gens qui vont peut-être regarder ton interview, ils vont avoir envie d'accueillir une projection, de faire découvrir ton film, et comment est-ce qu'ils peuvent procéder? C'est très simple, on peut contacter Sophie par téléphone ou par mon site internet. S'il y a assez de gens qui sont rassemblés dans certaines régions, nous on aurait un cinéma et on fait une séance avec un débat après. Donc les gens peuvent être en débat, poser des questions sur ce qu'ils veulent. Ok, mais de toute façon on mettra voilà, toutes les coordonnées de votre site, tout ce qui est nécessaire, parce que je crois qu'il y a une page qui est accessible que les gens peuvent remplir directement. Et on peut aussi commander le livre sur votre site. Oui, sur notre site, tout est là. Tout passe par là. Oui, Okay. Super. Bon, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Bonjour Sophie. Bonjour. Donc, merci de bien vouloir nous donner un petit peu de ton temps parce que tu es fort occupée aujourd'hui puisque c'est la première de la projection du film Un médium peut-il offrir un coup de main à l'humanité. Donc tu es l'épouse de Micha. Tout à fait. Donc tu as participé de très près à cette aventure. Comment, toi, as-tu reçu l'idée de Micha de se lancer dans cette aventure, de créer un film documentaire sur ce sujet qui est un sujet encore épineux de nos jours? Alors déjà, avec Micha, on a créé beaucoup de projets ensemble. Et quand il m'a parlé de ce projet, comme à mon habitude, j'étais très enthousiaste puisque j'ai toujours été assez ouverte à tout ce qui est spirituel, paranormal, médiumique, voilà. J'étais pas choquée connaissant de toute façon Micha et son parcours de ce côté-là. Et donc c'était vraiment avec joie et puis surtout à le motiver à trouver effectivement le fil conducteur pour faire ce documentaire qu'il a fini par trouver de toute manière puisque ça lui était transmis. Donc ça a vraiment été fait, voilà, hop, on y va, on se pose pas de questions et se fera ce qui devra se faire, quoi. Ça a démarré l'idée, le début, on va dire, de la production, de la réalisation en mars. Ça s'est terminé en juillet avec, quand je dis en plus documentaire et livre. Les deux. Ce qui est relativement rapide, même au dire de certains professionnels, on est allé très rapide. C'est vrai. Mais bizarrement, tout s'est ouvert avec nous. Bon, bizarrement, peut-être pas, mais tout s'est ouvert pour nous. Donc, positivement et avec amour, parce que toutes les personnes que nous avons contactées afin de réaliser ce documentaire, puisque je considère qu'on est tous à l'avoir fait, ce documentaire, tous les intervenants. Ils ont tous été ouverts et pleins d'amour. Et même si au début, il y a eu quelques réticences pour une ou deux personnes, la joie était en finalité et positive. Ça se ressent d'ailleurs dans le film entier. Du début à la fin, on ressent ça. Oui. Donc justement, je voulais te poser cette question. Est-ce que tu as toujours accepté, parce qu'on parle du terme accepter plutôt que de croire, est-ce que tu as toujours accepté le fait qu'il existe d'autres réalités, le fait de pouvoir contacter les défunts, ou est-ce que c'est un chemin vers lequel tu as été amené petit à petit dans ta vie? Non. Comment ça s'est passé pour toi? Non, depuis toujours. Depuis toujours, la spiritualité c'est ouverte à moi. J'ai eu ma période avec le pendule, j'ai eu la période avec les cartes de tarot, voilà. Tu t'essayes à diverses choses. Bon, après tu te rends compte, tu maîtrises pas spécialement, donc tu laisses tomber. Mais après, ma vie a été conduite de signes et je vis à l'instinct, même si maintenant une maturité me porte plus avec une raison et instinct, cet équilibre. J'ai toujours vécu à l'instinct, avec savoir regarder les signes et écouter aussi, parce que c'est important d'écouter, surtout dans l'écoute. Oui, dans la spiritualité.
Justement, est-ce qu'un médium peut nous aider à retrouver cette liberté de penser et à comprendre les phénomènes de la vie? Ah oui, ça porte à une ouverture. C'est un moment, d'ailleurs je le dis dans le documentaire, ça porte à une ouverture. Et pour, je vais dire, les 3/4 des personnes qui le consultent, elles arrivent bloquées, fermées, et elles repartent avec un autre état d'esprit. Donc il a ouvert une porte. Par sa transmission, par son message. Ce n'est pas lui. Lui, c'est ce qu'il reçoit. Lui, il transmet. Donc, par son message, voilà, ça ouvre effectivement des portes. Et positives en plus. Et positives, oui. C'est justement pour ça qu'on vient voir un médium, c'est pour avancer, et c'est pas pour s'enfoncer. Oui. Et c'est pas non plus pour avoir un numéro de loto et pour faire revenir l'ex. Exactement. Hein, on est d'accord. Mais il y a des personnes qui aimeraient qu'on leur donne. Donc je te cite. Dans le film, tu dis que ce service va améliorer l'homme à tout point de vue. Oui. Tu peux développer? Bien, nous savons que l'homme n'est pas parfait. Et Dieu merci que la perfection n'existe pas. Oui. Mais oui, il peut améliorer des personnes qui ont peut-être des défauts, des lacunes, ou portées par le passé, comme dit Bertrand Lacoste d'ailleurs dans le documentaire, qui te retient dans une schématique familiale à répétition. Tu dis ce service va améliorer l'homme à tout point de vue. Et là, oui, ça va améliorer, évidemment, en tout point de vue, l'homme. Ça peut que l'aider en tout cas à avancer, quoi. Ah oui, et ne serait-ce aussi que sur le plan médical, sur le plan des enquêtes, c'est des points où un médium justement a une force à ajouter. C'est là qu'il va pouvoir offrir son aide justement. Bien sûr, et apaiser toutes ces personnes qui sont en souffrance et qui vont comprendre le pourquoi du comment. Essayer de comprendre en fait comment ça fonctionne, quoi. Ok, bah écoute Sophie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, ben merci à vous d'être venue. Merci à cette toi journée nous vraiment voilà, particulière comme j'ai dit, et voilà, c'était très sympa d'avoir votre visite et de vous rencontrer en vrai. Ça aurait été un beau moment en tout cas. Ben, merci, c'est partagé. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Bonjour Père Édouard de la Portalière. Donc vous êtes prêtre à foi et professeur à l'IERP, Institut d'études religieuses et pastorales à Toulouse. Oui. Donc vous avez participé au film documentaire de Micha Armeyer, Un médium peut-il offrir un coup de main à l'humanité. Donc j'avais envie de vous poser quelques questions. La première, pour vous, qu'est-ce qu'un médium? Alors, comme j'ai pu le dire dans le reportage, donc le médium, c'est quelqu'un qui est extrêmement sensible, qui a une grande ouverture au monde spirituel, parce qu'on ne voit pas tout ce qui est au-delà du sensible. Oui. Et cette ouverture, qui est une ouverture du cœur, une ouverture intérieure, et qui se traduit effectivement par du coup une capacité à être en relation avec le monde spirituel, donc ce qui nous dépasse. Et en l'occurrence, voilà, avec ceux qui sont passés de l'autre côté, enfin, on parle des défunts, mais aussi voilà, des esprits, d'autres entités, des anges, voilà, on peut parler de cette réalité, de ces réalités-là qui nous dépassent. C'est pour moi une hypersensibilité, voilà, essentiellement. D'accord. Donc, dans le film, vous dites, on pourrait avoir l'illusion qu'il y a de l'échange, mais il n'y a pas de profondeur en fait, on reste toujours en surface. Est-ce que cela signifie que les gens aujourd'hui ne prennent pas ou plus le temps en fait de regarder au-delà des apparences et que du coup ça peut mener au jugement de l'autre sans essayer de comprendre l'état d'être en fait intérieur de la personne? Et est-ce que c'est un état de fait qui nous entraîne vers cette fermeture en fait, et voilà, de ne pas, qui nous empêcherait d'accepter d'autres réalités, donc par rapport au médium dans ce cas-là? En fait, nous sommes dans un monde qui est de plus en plus global et tout s'accélère en fait très très vite, et le tempo qui est mis dans notre monde fait que nous sommes tous obligés d'aller très très vite. Et tout doit se faire très vite, la communication, prenez votre média, hein, tout est immédiat, voilà, il doit aller très vite. Et du coup, il faut être dans l'efficace.
Il faut produire, il faut faire, il faut. Voilà. Et alors, quand on. Ça, c'est un peu l'âge qui nous l'apprend, c'est la vie, hein, que finalement l'efficacité, la production, faire des choses, c'est bien, mais fondamentalement, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'être. Voilà. Et pour être, on a besoin de temps. Là, bientôt, on va avoir une rencontre avec un prêtre indien, Père John Martin, là, qui est un disciple du Père Le Sceau, là, qui a fondé un ashram chrétien en Inde. Et c'est quelqu'un qui a fait cette expérience, comme beaucoup de mystiques, hein, qu'on a besoin de temps, de silence, d'intériorité pour faire l'expérience de soi, faire l'expérience de la spiritualité, de l'intériorité, et du coup de la relation profonde, parce que c'est en soi que se trouve le tout autre, enfin pour nous les chrétiens, Dieu, on pourrait l'appeler autrement dans d'autres traditions, mais le tout autre est en nous, et l'autre aussi, nous pouvons le rencontrer en nous, pas dans la forme extérieure. Ça passe par les médias de la forme extérieure, mais fondamentalement la vraie rencontre, on croise beaucoup de gens dans la rue, on parle avec des gens, mais des vraies rencontres, ça se passe par le cœur. Ça passe par le cœur. Donc on va passer déjà par soi avant de pouvoir vraiment aller vers l'autre avec une certaine ouverture. Donc on a besoin de l'autre pour découvrir qui nous sommes. Et quand je découvre qui je suis, je peux m'ouvrir à l'autre, m'ouvrir à moi-même et m'ouvrir à Dieu. Donc vous y avez un peu répondu, en fait, je voulais vous demander donc quelle est votre réalité de l'au-delà, parce que c'est vrai que c'est pareil, le jugement des gens par rapport à ce qui peut se passer dans la religion. Moi-même, je ne sais pas vraiment en fait comment est perçu l'au-delà, comment sont perçues les autres réalités qui peuvent exister. Je ne sais pas non plus vraiment comment la religion elle perçoit ça. Alors la religion, effectivement, c'est un ensemble de croyances, d'éléments rationnels, liturgiques, enfin des rites, tout un tas de gestes, de positionnements, une vision de la vie et du monde qui, à la base, je dis bien, a un fondement spirituel. Avec le temps, toutes les religions ont un danger, c'est la sclérose. C'est qu'avec le temps, on rajoute des couches, et au bout d'un moment, le danger, c'est de se couper de la source. Voilà. Or, la religion, c'est un cadre, voilà, qui est donné pour aider à être en relation avec la source. Voilà. Et donc toute religion peut être bonne si jamais elle garde cette souplesse, et en même temps, elle donne un environnement favorable pour être en connexion, en relation avec le tout autre, avec le Seigneur. Voilà. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire que si cette religion devient quelque chose de figé, on n'est plus dans la vie, on n'est plus dans la relation, et finalement on crée une idole. Voilà. Et malheureusement, beaucoup de religions, et la mienne aussi, ont créé des faux dieux. On l'a vu avec les drames des guerres de religion, avec les drames du catharisme, etc. Donc il y a des événements dans notre histoire où finalement on a montré une image de Dieu qui n'a rien à voir avec ce qu'il est réellement. Voilà. Donc effectivement, chaque religion, c'est un chemin magnifique, mais qui a besoin sans cesse d'être réinterrogé par sa source et par l'autre. D'accord. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Donc, bonjour docteur Jean-Jacques Charbonnier, merci Bonjour. de nous accorder un petit peu de temps pour répondre à quelques questions. Donc suite à la projection du film de Michel Armeyer, un médium peut-il offrir un coup de main à l'humanité? Donc vous êtes médecin, anesthésiste, réanimateur, conférencier et écrivain. Donc vous avez créé les ateliers de TCH, transcommunication hypnotique. Donc qui sont des ateliers pendant lesquels il nous est possible de rentrer en contact avec nos défunts en étant placés sous état d'hypnose. C'est ça? Exactement. Donc vous avez aussi également écrit plusieurs livres, parmi lesquels les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà, Contacter nos défunts par l'hypnose et 7 choses. Donc vous en parlez, je crois, dans le documentaire, mais je ne parle pas trop du documentaire pour pas trop en dévoiler. Donc vous avez une formation scientifique et pourtant ça ne vous a pas empêché d'essayer de comprendre et d'apprendre à comprendre les phénomènes tels que les EIMI, les expériences de mort imminente. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces phénomènes? Je me suis intéressé grâce, je vais dire, à une expérience personnelle qui m'a fait comprendre que nous ne sommes qu'un esprit incarné et qu'au moment de la mort, cet esprit se détache de la matière
Et ces expériences vécues par celles et ceux qui ont connu des arrêts cardiaques nous montrent bien qu'il y a deux formes de conscience, une conscience reliée à la matière et une autre forme de conscience que j'appelle la conscience intuitive extraneuronale. Et c'est celle-là que j'essaye de faire partager lors de ces ateliers d'hypnose. C'est-à-dire que nous sommes tous avec une conscience intuitive extraneuronale qui devient accessible lorsque le filtre réducteur de la conscience analytique cérébrale se met en sourdine, comme dans l'arrêt cardiaque, comme pendant le sommeil, comme pendant le coma, l'anesthésie générale ou l'hypnose. Et l'hypnose, c'est quand même plus facile qu'un arrêt cardiaque, un coma ou une anesthésie. À choisir. Vous dites dans le documentaire, en France, on a 2 records. Donc le record d'être le pays spirituellement le plus sous-développé. Le deuxième record, le record de la consommation de psychotropes par habitant. On est premier, numéro 1 mondial. Donc c'est vrai que ça peut faire peur, mais pourtant c'est une réalité. Et donc ça peut paraître évident pour certains, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Est-ce que ça fait partie pour vous des facteurs qui enferment les gens dans ce qu'on peut appeler dans une forme de matérialité, et est-ce que c'est ce qui va les empêcher de s'autoriser ou de prendre le temps à accepter qu'il existe d'autres réalités? Oui, moi je pense que depuis la plus tendre enfance, on nous explique que nous ne sommes que de la matière. On l'apprend par nos parents, on l'apprend à l'école laïque, sans aucune spiritualité. On l'apprend ensuite beaucoup à l'université si on fait de la médecine. En gros, on m'a appris que nous sommes des robots biologiques animés par des pensées biochimiques. C'est ce qu'on nous apprend à la faculté de médecine. Et lorsque donc la mort survient, eh bien tout s'arrête et il n'y a plus rien. Voilà. Alors c'est assez paradoxal parce que quand je discute avec des confrères, ils ont tous une religion, et dans toutes les religions du monde, on dit qu'il y a une vie après la mort, que l'esprit existe. Et c'est bizarre parce qu'ils mettent leur blouse blanche, ils n'y croient plus, ils l'enlèvent, ils y croient. C'est quand même schizophrénique. D'accord, deux personnalités, un petit peu quand même. Oui. Donc je pense que l'éclairage scientifique, c'est plus que la foi, c'est la preuve. La foi, c'est du domaine de la croyance. Pour l'instant, les scientifiques sont dans le domaine de la croyance matérialiste réductionniste qui dit que nous ne sommes que de la matière. Et si on arrive à démontrer, chose qui est faite maintenant depuis mars 2001, on sait que lorsque le cerveau s'arrête, eh bien, on n'a plus de conscience possible. Et là, on a des expériences de personnes qui, avec un cœur arrêté, ont été capables d'avoir des informations qui ne sont pas perceptibles avec un cerveau éteint. Donc là, c'est la démonstration absolue qu'il y a bien une vie après la mort clinique. D'accord. Mais c'est un message qui a tellement de difficultés à passer. Est-ce qu'il n'y aura pas un peu aussi cette peur d'oser, comme vous le faites aujourd'hui, oser rentrer, essayer faire bouger les lits. C'est ça, faire bouger les lits. Et puis oser en parler, je veux dire, publiquement. Est-ce que ces personnes-là n'ont pas un petit peu peur aussi? Est-ce que peut-être au fond d'elles, elles se posent des questions, elles ont peut-être envie d'aller plus loin, mais il y a la peur aussi du jugement. Oui, mais la peur est de moins en moins forte parce que on le voit. Raymond Moody qui a publié son livre Life After Life dans les années 70, tous les témoignages des expérienceurs étaient signés par des initiales. Dans le livre Communiquer avec vos défunts par l'hypnose que je viens de publier, tous les témoignages sont signés. C'est-à-dire qu'on peut retrouver, voilà, on ne peut pas dire j'ai inventé tout ça, donc voilà, et on peut retrouver tous les protagonistes. Donc les gens ont moins peur, la parole se libère. Pourquoi? Parce que la réanimation fait de plus en plus de progrès, donc on revient de plus en plus de la mort clinique, il y a de plus en plus de gens qui vivent ces expériences. À la louche comme ça, il y aurait 60 millions de personnes qui auraient vécu cette expérience-là, c'est énorme. Ça fait 4% de la population qui est moyennement médicalisée, comme en Occident. Bon, c'est sûr que quand vous habitez dans des pays un petit peu sous-développés au point de vue médical, on n'a pas cette chance d'être réanimé. Et puis, le discours est de moins en moins marginal, puisque on sait maintenant, on connaît la communication de ces expérienceurs.
C'est un néologisme, expérienceur. C'est Raymond Moody qui est appelé expérienceur. D'accord. Ces personnes qui avaient connu ces expériences lors des arrêts cardiaques, et nous on a repris le terme en mettant expérienceur EUR. Voilà. Okay, on les appelle comme ça, les expérienceurs. Okay. Eh ben, il y en a de plus en plus, ils écrivent des livres, ils font des conférences, on les voit à la télévision, donc le discours se démarginalise et du coup, il y en a de plus en plus. Ça devient presque normal d'avoir vécu une chose paranormale. Le paranormal d'hier est devenu le normal d'aujourd'hui. D'accord, j'ai envie de dire c'est un peu tant mieux en fait. Tant mieux, tant mieux. Et ça évolue tout à fait dans ce sens. D'accord, parce que c'est vrai que, selon vous, quel pourrait être le moyen pour que les gens arrivent à sortir de cet enfermement un peu dans lequel on est dans notre vie de tous les jours? Parce que quand je vois, je lis régulièrement les témoignages des personnes qui font vos ateliers. Je ne sais pas, quand on lit ça, on ne peut pas se dire c'est un fou qui est en train de parler, quoi. Après, ça touche ou ça touche pas aussi. Oui, bien sûr. Ben, c'est un petit peu pareil, quand Raymond Moody a publié ses premiers récits, ça a touché les gens, mais on disait mais c'est impossible, comment ils ont fait pour avoir ces expériences-là? Sauf que là, on peut les vivre en toute sécurité, puisque c'est pas du tout dangereux, et c'est pas comme quand on vit un arrêt cardiaque. Là, on est bien obligé de subir quelque chose qui est potentiellement mortel. C'est pas le cas de mes ateliers. Et donc en fait, oui, en fait le bénéfice, c'est qu'il faudrait que chacun en fait vive une expérience qui va lui prouver à lui-même que quelque chose existe pour vraiment. C'est plus fort que la démonstration. L'expérience humaine est plus forte que la démonstration, parce que moi, si j'avais pas eu cette expérience humaine, à la fin de mes études, j'étais un abruti intégral. On m'avait tellement appris et formaté que nous n'étions que la matière que j'en étais persuadé. Et si j'avais pas eu cette expérience qui en 5 secondes a changé ma vie, et ma façon de voir la vie et la mort, eh ben je ne serais pas là à discuter avec vous là, maintenant. D'accord. Ça aurait complètement changé. Oui. Et puis bon, après chacun a son chemin aussi, et voilà. Oui. Alors pourquoi? On ne sait pas. Mais on est sur des chemins, on nous indique des routes, et puis on a quand même notre libre arbitre pour savoir si on les choisit ou pas. Ok, bah écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.